Police et communauté queer, des relations parfois très complexes. Stonewall, le Trox, le sexe garage, l'histoire des relations entre les communautés de la diversité sexuelle et de genre et la police est jonchée d'événements difficiles. Sans oublier les relations tendues aussi avec les communautés racisées. Entre les appels à définancer la police et ceux à assurer une meilleure sécurité des événements et des lieux de rencontre queer, notamment le village à Montréal, où se situer, où donner de la tête, nous recevons le directeur de la police de Montréal, Fadi Daguerre, pour en parler. Bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Chavot. Alors, c'est bien gentil d'accepter cette entrevue. J'aimerais d'abord, parce qu'on le fait à chaque fois qu'on a de nouveaux invités à l'émission, vous demander, on utilise les pronoms masculins et les accords masculins avec vous? Oui, ça va aller. Alors, justement, comment évaluez-vous les relations entre le SPVM et les communautés de la diversité sexuelle et de genre? Comment je les évalue présentement? Oui, comment vous voyez ça? De mieux en mieux. Oui. Il faut dire qu'on part de loin. Je ne suis pas le genre de personne qui oublie le passé. Au contraire, j'en prends conscience et pour bâtir des liens de confiance, il faut savoir d'où on part. Et il y a eu des années blessantes, des années 70, 60, 70, 80, 90. Et je vous dirais que je me suis même excusé plus publiquement sur les impacts que ça a eu sur les communautés LGBTQ2+. Maintenant, c'est comment on peut travailler ensemble, comment on peut regarder vers l'avant, sans oublier le passé, mais comment on peut bâtir le lien de confiance. Ma première orientation du SPVM, on a 3 orientations. Mm-hmm. La première, savez-vous, c'est quoi? Non. Se mériter le lien de confiance des populations. Wow. Le mot est important, se mériter. Ça veut dire qu'il ne s'est jamais gagné. Il n'y a pas un début puis une fin. C'est une constance. Donc, se mériter, pour moi, ce que j'ai dit à mes troupes, c'est du travail au quotidien. C'est au jour le jour, on va faire des bons coups. Parfois, on va faire des moins bons coups. Comment on récupère, comment on s'excuse, en toute humilité. Une posture d'ouverture, d'humilité et comment on peut travailler à s'améliorer. Donc, c'est bien, vous avez fait vos devoirs, vous rappelez des faits. Je n'irai pas les renommer puisque vous le savez bien. Ah, il y a toute une historique. Oui. En quoi ces excuses-là, parce qu'il y a eu celles qui avaient été faites, si je me rappelle bien, par le directeur Philippe Pichet à l'époque. En 2017, oui. En quoi ces excuses-là vont jouer ou jouent-elles pour améliorer ou pour mériter cette confiance des communautés? Je pense que, premièrement, reconnaître, c'est un début. C'est surtout pas la fin. Pour moi, c'est justement, on est tributaire et de l'héritage qu'on va laisser par la suite. Ce qui est important pour moi, ce que je leur ai dit à mes troupes, c'est pas devenir chef et qu'on a atteint un objectif. C'est plutôt une fois que vous l'êtes, maintenant c'est le bilan. Qu'est-ce que vous faites comme héritage, exemple, dans la communauté LGBTQ2+. Alors, c'est toutes les activités, les ponts, les traits d'union, les passerelles qu'on bâtit ensemble. Chaque action qu'on met de l'avant, je veux qu'elle soit pérenne, puis je veux qu'elle soit accompagnée d'intention. Je peux vous en donner une panoplie d'exemples où présentement, nous avons plein d'activités avec la communauté qu'on n'a jamais eu auparavant. Et du coup, tranquillement, pas vite, le lien de confiance reprend, doucement, avec certaines craintes. Il y a toujours de la méfiance. Oui. Mais mon père, il me disait quand j'étais jeune, Fadi, méfiance partout, courage nulle part. Alors, ça prend un peu de courage, une posture d'humilité et d'ouverture, mais commençons par les excuses. Et une fois qu'on l'a fait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Surtout, il ne faut pas juste s'excuser puis on arrête. Au contraire, il faut surtout maintenant bâtir des ponts. Puis on en fait plusieurs, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais c'est intéressant, vous avez parlé de votre père. Oui. Alors, j'ai tiré quelques extraits de votre biographie officielle. Vous êtes né de parents libanais en Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes le premier chef du SPVM issu de la diversité. Vous parlez français, anglais et arabe. Vous cumulez près de 30 ans d'expérience variée au sein du milieu policier. Vous avez été même directeur du service de police de l'agglomération de Laval de 2017 en 2022. Longueuil, pardon. Oui, c'est moi qui lis Laval et c'est écrit Longueuil sur la feuille. Là, vous allez partir des rumeurs. Là. Oui, tout à fait. Alors, avant de devenir chef de la police, du corps policier de Montréal, vous avez œuvré là pendant 25 ans. Alors, comment vos origines, votre expérience de vie influence-t-elle votre vision du rôle du citoyen vis-à-vis les citoyens de la diversité sexuelle et de genre particulièrement? Je vais vous amener dans un exemple, un parallèle très clair pour moi, mais parfois c'est peut-être difficile de l'expliquer, mais je vais essayer. En Côte d'Ivoire, l'esprit de village est un esprit important. Ça prend un village pour éduquer un enfant. Ça prend un village pour apprendre. Ça prend un village pour travailler ensemble. Et souvent, je dis à mes confrères, mes consoeurs, je dis, il n'y a rien qu'on peut faire sans les populations. Justement, c'est le contraire. Dès que la méfiance, dès que le manque de confiance envers la police est installé, on n'a plus de légitimité.
Alors, je leur dis souvent, peu importe avec qui vous travaillez. C'est pour ça que j'insiste sur le mot protéger, servir toutes les populations et non pas la population. Ça inclut tout le monde. Et pour moi, être capable, peut-être à cause de la Côte d'Ivoire ou du Liban, peu importe, mon père était un ancien homme de médiation. Il a étudié la Torah, il a étudié le Coran et la Bible afin de rassembler toutes les communautés religieuses autour et vraiment trouver des solutions positives pour chacun et dans le respect de chacun, dans leur culture. Donc, il y a quelque chose qui vient peut-être de mon papa, mais aussi de l'esprit du village. Donc, la communauté LGBTQ2+, les communautés marginalisées, les plus vulnérables, les personnes dans une société plus aisée, plus pauvre, plus modérée, peu importe c'est qui. On a besoin de tout le monde pour trouver des solutions. Et comment, justement, vous y prenez-vous pour rebâtir cette confiance envers les communautés de la diversité sexuelle et de genre? Vous avez dit que vous avez plusieurs exemples. Donnez-moi quelques-uns. Oh, quelques-uns. Moi, ce que j'ai appris, ce qui est très important lorsque vous voulez amener un changement ou une adaptation de la culture, ce qui est très important, c'est vous pouvez toucher de manière ponctuelle certaines personnes dans l'organisation. Oui, c'est important parce qu'il y a des gens qui ont des postes stratégiques qui peuvent influencer par la suite. Ça, c'est une stratégie qu'on fait. Mais ce que j'ai appris après 34 ans de métier, c'est qu'il faut retoucher le système. Je vous donne un exemple. Dès que je suis arrivé en 2022 au SPVM, tout de suite, j'ai instauré quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, le projet Immersion. Dans le projet Immersion, toutes les recrues qui rentrent dans la communauté policière sont exposées à différentes communautés, dont les LGBTQ2+. Donc, on démystifie les besoins de la communauté, on démystifie leur réalité et on adapte notre formation en conséquence. Donc, imaginez-vous, ça fait presque 3 ans que je suis avec le SPVM de retour, en presque 1000 employés qui sont rentrés comme recrues ont tous été exposés. On leur a communiqué les particularités de la communauté LGBTQ2+, ce qui n'était pas fait de manière systémique auparavant. Là, ça l'est. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple très clair, symbolique, mais important. Le drapeau de la communauté de la fierté gay est hissé devant le quartier général du SPVM. Hissé devant le quartier général. À l'année longue ou seulement pendant la fierté? Durant la période de la fierté, à 2 moments. Ah oui. On le fait au mois de mai et au mois d'août. Pour la journée, la journée de lutte contre l'homophobie transphobie. Exactement. Ouais. Au mois de mai, puis au mois d'août, lors de la semaine de la fierté. En plus, on a rajouté une banderole, là je ne vais pas faire dire de bêtises, mais je pense qu'il y a une trentaine, quarantaine de mètres sur tout le long du mur du SPVM. Mais c'est jamais vu. On a même une auto présentement qui circule à différents postes de quartier avec l'effigie du drapeau de la diversité. Une auto de police. Là, je vous arrête parce que je pense toujours, parce qu'on a cette idée que dans le milieu policier, c'est un milieu assez masculin, assez macho. Comment ça passe, ce genre de... Ah ben écoutez, j'ai un peu le même préjugé, un côté plus macho, plus masculin, mais vous seriez surpris du nombre de policiers et policières appartenant à la communauté LGBTQ2+. C'est fascinant. J'allais poser la question. Ah non, mais écoutez, je ne peux pas arriver avec un pourcentage, mais on serait tous surpris du nombre de pourcentage de policiers et policières qui font partie de la communauté LGBTQ2+, d'ailleurs. Lorsqu'il est question de la fierté, de la semaine de la fierté, de la parade, du défilé et tout, combien de mes policiers ont demandé à faire partie intégrante, à participer, à collaborer à cette semaine-là. Et dit, Monsieur Daguerre, on serait vraiment fiers d'en faire partie. J'ai même dû créer depuis quelques années un comité sur les orientations sexuelles qui relève de moi directement, afin que je puisse entendre, comprendre, saisir les enjeux de la communauté et par la suite amener des actions sur le terrain au niveau de mes patrouilleurs. Donc, on a créé un comité de la diversité sexuelle au sein de mon cabinet de directeur, exprès pour que je puisse mieux saisir les enjeux. Donc être gay ou être lesbienne ou être de la communauté, ça fonctionne dans la police. Aucune barrière, au contraire. Écoutez, est-ce que vous en recrutez aussi ouvertement? Comment? Mais je pense que les gens, on le fait très ouvertement. On va dans les différentes communautés, puis les gens s'affichent totalement en partant. C'est beaucoup moins tabou. Et du coup, c'est pas du tout un enjeu au SPVM. Je vais vous donner un exemple. En 1980, là, je ne veux pas dire de bêtises parce que j'ai commencé en 91, mais j'étais à Ville-Saint-Laurent, puis mon sergent, il est sorti du garde-robe directement dans un article à la presse. Ah! Là, je le regarde, je dis, mais Alain,
Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Ah non, Fadi, je voulais le faire en grand. Une fois pour toutes, je réponds à aucune question. Et du coup, on s'est mis à jaser ensemble, à expliquer. Donc, j'ai été, en quelque part, dans le bon sens du mot, contaminé depuis les années 90 avec mon propre superviseur. Une dernière question. Une personne trans, oui, pourrait-elle bien vivre et être comme policière? J'en ai quelques-uns qui sont en transformation. Et oui, effectivement. Il y en a même, je les prends en exemple. Durant la semaine de la fierté, ils viennent faire un discours où ils sont dans la salle exprès pour expliquer leur parcours. Ils le font même avec certaines recrues. Tout à fait. Comment répondez-vous aux gens qui disent les policiers, défilé de la fierté, ils n'ont pas leur place là à cause de ce passé? Et aussi parce qu'on doit le mentionner, Black Lives Matter, on a beaucoup parlé parce que ça a été reconnu qu'il y a eu du racisme systémique à la police de Montréal. L'Office de consultation publique de Montréal l'avait reconnu et puis ça a été aussi accepté. Oui. Alors comment pensez-vous qu'un jour ça va finir par se réconcilier ou comment travaillez-vous pour que vous puissiez aller faire ce défilé-ci? Je pense que le mot se mériter, le lien de confiance, veut tout dire. Je ne pense pas que les choses arrivent du jour au lendemain. Ça se gagne. La confiance, ça se perd très rapidement. Mais ça se gagne au jour le jour, les actions que vous posez. Présentement, nous faisons partie de la semaine de la fierté gay dans les kiosques. On installe des kiosques, puis on est vraiment là et visible, très accessible et très disponible. C'est vrai que mes policières qui appartiennent à la communauté LGBTQ2+, insistent, dit on veut faire partie du défilé. Et ça, c'est partout au Canada en passant. Tous les corps de policiers ils insistent. Ça, oui. Alors, je me dis, je pense que ça va être une question de temps, de timing, mais je suis convaincu qu'on se dirige vers cette solution, pas solution, mais cette résultante. Mais c'est normal, il faut prendre le pas doucement, pas trop brusquer, parce que pour toutes sortes de raisons, des blessures profondes, il y en a dont les cicatrices ne sont pas fermées, puis il faut le respecter. Mais je pense qu'on est dans un mouvement d'inclusion, et une chose que j'ai appris dans ma vie, le mouvement d'inclusion, on peut essayer de le freiner, on peut essayer de le ralentir, mais il n'arrête jamais. Et je pense qu'on se dirige vers ce mariage-là, d'être présent dans les défilés. On l'a été dans les années passées, on a perdu la confiance. Comment on la regagne doucement? J'ai encore quelques minutes. J'aimerais vous amener à parler de ce quartier emblématique qui est le village à Montréal, qui vit des périodes très difficiles au niveau de sa sécurité. Qu'est-ce qui peut être fait? Je sais que c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Je suis sorti tout récemment dans les médias. D'ailleurs, dès le 1er mai, 2 mai, on va rajouter de la visibilité policière, énormément de visibilité policière de jour et de soir, 7 jours sur 7. Une trentaine à quarantaine de policiers sont dédiés uniquement au village et autour du village et un peu plus loin. Tout ça pour amener un sentiment de sécurité. Mais il faut aussi travailler et à l'aspect visibilité, présence, surtout avec des trajectoires, avec des partenaires. Partenaires communautaires, ce n'est pas un enjeu juste policier, c'est un enjeu social. Comment on peut rattraper avec les partenaires communautaires? Mais nous, le côté policier, on fait énormément d'opérations policières sur les vendeurs de stupéfiants et des revendeurs. Si vous saviez le nombre d'arrestations, on ne cesse d'en faire. Malheureusement, une fois que vous en faites une, il y en a un autre vendeur qui sort 2-3 jours plus tard. Qui commence à vendre. C'est comme une hydre, il y a toujours on coupe une taille, il y en a un autre qui repousse. Donc, alors, on essaye vraiment de continuer, mais il ne suffit pas juste de travailler sur la répression. On travaille autant en répression qu'en prévention. Donc, attendez-vous à nous voir extrêmement visibles cet été, je pense. Et on verra. Vous pourrez me réinviter à l'automne. Avec plaisir. J'espère que le sentiment d'insécurité va se rétablir, puis on va pouvoir dire, ouf, on a vu une différence cet été et cet automne. J'espère que ça va être le cas. Fadi Daguerre, chef de la police. On dit chef de la police ou directeur ou les deux? Ah, ce que vous voulez. Le directeur du service de police de la Ville de Montréal. C'était un plaisir de vous avoir reçu. C'est réciproque. Merci beaucoup.